on passe tout de suite à la deuxième séance de cette plénière, qui sera consacrée à des nouveautés par rapport à la vaccination par BCG après le premier centenaire, la première injection du vaccin du BCG, donc, qui sera consacrée à parler des nouveautés par rapport à ce volet très important de prévention antituberculeuse, qui sera présenté par mon maître, professeur Volcati. Voilà, pardon. Deuxième congrès de la FAPAT, donc pour traiter ce sujet sur la vaccination. Est-ce qu'il reste une indication de la vaccination de BCG après 100 ans? Donc, on va dire sujet bien choisi parce que quand même on est à 100 ans, 1921-2021. Il y a le problème technique. Vaccination de BCG 100 ans après. Donc, 100 ans après la vaccination, la tuberculose reste toujours l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. Comme vous le savez, à peu près 1,5 million de décès par an. Le vaccin actuel protège uniquement contre les formes sévères de la maladie, chez les enfants uniquement, mais l'efficacité sur l'atteinte pulmonaire est très variable. Pour l'éradication de la tuberculose à l'horizon, donc 2035 pour l'OMS, de nouveaux vaccins qui offrent une meilleure protection sont donc nécessaires. Un peu d'historique, donc ça commence en 1908 avec le médecin Albert Calmet et le vétérinaire Camille Guérin, donc à Lille, donc à l'Institut Pasteur de Lille. Ils ont mis en culture une souche de la tuberculose d'une mamite de vache. Cette culture a été initiée sur un milieu formé de pommes de terre autoclavées de bile de bœuf. Ils ont repiqué des bactéries, donc ils ont pris des bactéries, ils ont cultivé à nouveau sur un autre bactérie pour essayer donc d'atténuer la virulence de la mycobactérie. Après donc 230 repiquages, après 13 ans de travail, donc avec entre autres la Première Guerre mondiale, ils ont pu donc avoir un vaccin vivant atténué. Ils l'ont expérimenté sur le bœuf, donc il s'est avéré non pathogène et immunogène. Et le 18 juillet 1921, c'était la première vaccination chez un nourrisson sur un foyer de tuberculose. Ce nourrisson a été sauvé, n'a pas eu la tuberculose, malgré que le foyer, la maman, tous étaient tuberculeux. Alors l'histoire a démarré depuis 1921. Donc en 1924, on a eu 300 enfants français qui ont été vaccinés en toute sécurité, et puis donc le vaccin a été commencé à être commercialisé à grande échelle. Entre 1924 et 1930, on a eu plus de 100 000 enfants vaccinés, surtout en Europe et en Amérique du Nord et en Amérique latine. Mais malheureusement, en 1930, on a eu la catastrophe du Lübeck, une ville le nord de la France, où donc on a vacciné 250 enfants avec 72 décès d'une tuberculose grave, car le vaccin a été contaminé par une souche virulente, ce qui a stoppé un petit peu la propagation de la vaccination jusqu'à l'après Deuxième Guerre mondiale, où la vaccination, donc on a eu donc c'était plutôt une contamination. Le vaccin, on va dire, il est anodin. Donc depuis 1950, la vaccination de routine a commencé dans tous les pays, donc les pays européens, donc l'Amérique, tous les pays du monde, on va dire. 1974, l'OMS a intégré le BCG dans son programme élargi de vaccination. Les années 2000, donc, suite à une baisse continue d'incidence de la tuberculose, la vaccination universelle a été arrêtée dans certains pays, par exemple en France en 2007, en Grande-Bretagne en 2005, donc ils ont arrêté cette vaccination de tout enfant. Alors c'est quoi le BCG? Donc comme vous le savez, vaccin bactérien vivant atténué, dérivé de Mycobacterium bovis. Donc depuis 1920, la souche d'origine du BCG a été soumise à différentes conditions, dans différents laboratoires. On a eu plusieurs souches, au moins 10 souches. Les souches les plus utilisées, c'est la souche russe, la bulgare et la souche de Tokyo. Alors comment il agit ce BCG? On sait que pour contrôler la tuberculose, il faut une réponse à médiation cellulaire qui se base surtout sur le CD4, donc le TH1, en particulier donc l'interféron gamma et l'interleukine 2, un petit peu sur les lymphocytes TCD8,
Le BCG, c'est un bon inducteur de ces cellules lymphocytes TCD4 et induit aussi donc faiblement un petit peu donc le CD8. Alors, quelle posologie? Donc, ça, donc on le sait, donc le BCG doit être reconstitué, donc c'est-à-dire il doit être jeté après 6 heures. Il n'est pas disponible en combinaison, il ne doit pas être exposé à la lumière, le soleil, il doit être conservé à température, on va dire, de 8 degrés. La dose chez le nourrisson, c'est 0,05 et chez l'enfant de plus de 1 an, chez le nourrisson de plus de 1 an et l'adulte, c'est 0,1 ml. L'administration, comme vous le savez, c'est une administration intradermique dans une zone saine et propre de la peau. Et la bonne technique va garantir une efficacité et une innocuité optimale. La vaccination laisse, comme vous le savez, une cicatrice vaccinale qui est due à ce processus inflammatoire, mais même si le malade n'a pas la cicatrice, dans 10% des cas, la vaccination doit être refaite. Alors l'efficacité, donc ça bien sûr le grand débat sur le BCG, c'est l'efficacité plus que la tolérance. Bon, on va voir un petit peu sur la tolérance, mais surtout l'efficacité. J'ai pris quelques méta-analyses, comme cette méta-analyse de Montani, donc 2014, alors de 18 essais contrôlés, randomisés. Donc la protection contre la tuberculose pulmonaire, elle est de 59%. Donc il y a une protection, mais qui n'est pas à 100%. Cette revue de 12 études, donc 44% à 99%. Et dans une étude, là, il est de 0%. Donc, c'est 11 études, il est efficace, on va dire efficacité moyenne. La protection contre la tuberculose varie selon l'âge de vaccination. C'est pourquoi on va encourager la vaccination néonatale, parce que là, une meilleure protection, 82%, contre 64% chez les enfants en dehors de la période néonatale. Alors, par contre, ce qui est connu, c'est pourquoi on garde toujours le BCG, c'est l'efficacité, donc les formes graves. Cette méta-analyse de 6 essais contrôlés randomisés, il y a une protection de 85% contre les formes graves. La protection plus élevée chez les personnes toujours vaccinées en période néonatale, 90% des cas. La méningite et la biliaire, donc les deux formes graves, dans cette revue systématique de 14 études aussi, méta-analyse, donc dans la méningite, ce sont 13% des cas, surtout dans les pays d'Amérique latine, 87% des cas. Et dans 4 études aussi, réalisées en Asie et en Amérique latine, donc pour la biliaire, c'est 77% des cas. Alors, la protection contre la primo-infection tuberculeuse, ce qu'on fera, si on fait le BCG, on va éliminer même l'infection tuberculeuse, la primo-infection tuberculeuse. Donc, on a fait une méta-analyse, le diagnostic de la primo-infection tuberculeuse a été fait par l'IGRA, parce que vous le savez, l'intradémo-réaction va être positive par le BCG. Donc, on a eu quand même une petite réduction de 19%. Donc chez les sujets qui sont exposés à la tuberculose par rapport aux sujets non vaccinés. Alors les auteurs ont conclu qu'il y a un effet protecteur modeste, mais un avantage supplémentaire au BCG. Alors quels sont les autres avantages supplémentaires? La lèpre, il y a une diminution donc, de la lèpre. Peut-être dans notre pays on voit de moins en moins la lèpre. Dans cette étude, il y a quand même une diminution de 0,45, donc de 45%. Les autres mycobactéries, donc il y a une diminution aussi de 50%. Et on a eu bien sûr la constatation qu'il y a une augmentation des infections mycobactériennes non tuberculeuses après l'interruption de la vaccination universelle par le BCG dans les pays européens. Est-ce qu'il y a un effet non spécifique? On a entendu pas mal qu'il y a un effet contre la Covid. On sait donc, comme j'ai dit tout à l'heure sur le mécanisme d'action du BCG, qu'il y a un effet immunologique en réponse aux interférons gamma par le BCG. Donc l'effet bénéfique du BCG, possible du BCG sur la mortalité, toutes causes confondues selon cette étude, publiée en 2016. Et dans 5 essais cliniques, le BCG est associé à une réduction de la mortalité, toutes causes confondues, à 70% des cas. Alors, BCG et cancer de la vessie, on le sait bien sûr. Donc, une autre utilité du BCG, donc dans le cancer superficiel de la vessie, donc il agit comme immunothérapie. Alors, la durée de protection, donc les revues systématiques, la durée de protection de 15 ans. Donc, dans cette étude observationnelle européenne, elle est de 20 ans. Donc, la deuxième, donc l'étude en Norvège. La durée de protection
va être pris en cas de test cutané de tuberculose négatif avant la vaccination et toujours si on vaccine en période néonatale. Est-ce qu'on va revacciner? Les études de cohorte et études de cas témoins, il n'y a pas d'effet chez les adolescents et les adultes après une très bonne vaccination par le BCG durant la première enfance. Il n'y a pas d'effet dans le cas de la prophylaxie post-exposition, donc s'il y a après l'exposition. Une étude brésilienne, donc aucun effet. Une étude africaine à Malawi, il y a une protection de 49%. Alors, quelle est la position de l'OMS? Revacciner, non, n'est pas recommandé, même si la réaction au test cutané ou au test IGRA est négative. L'absence de cicatrices, comme j'ai dit tout à l'heure, après la vaccination, n'indique pas une revaccination. Alors la sécurité, donc on a vu un petit peu l'efficacité et les atouts du BCG. Donc après le BCG, donc dans 95% nous avons cette papule au point d'injection, donc qui peut devenir ulcérose et va guérir généralement en 2-5 mois. Alors les manifestations indésirables, donc dans ce rapport australien, donc c'est surtout l'abcès, la réaction au point d'injection et lymphadénite par ordre décroissant. Alors nous avons d'autres effets indésirables graves, comme vous le savez, donc des abcès au point d'injection, des ulcérations graves ou lymphadénite supérée, une BCG disséminée qui peut survenir chez 1,5 à 4,29 cas par million de doses, l'incidence qui peut aller jusqu'à 1% chez les sujets vivant avec le VIH. Autre effet était donc déclaré ostéite, ostéomyélite et VIH le plus vulgaris. Et chez le sujet VIH, on peut avoir un IRIS, un syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire qui est associé donc à l'IRIS. Alors la BCG, j'ai pris cette étude marocaine, publiée en 2016, donc c'est une complication rare. Généralement, c'est une erreur technique, c'est-à-dire un BCG qui est fait en subcutané par exemple, ou un changement de souche vaccinale, se voit sur certains déficits immunitaires classiques, primitifs ou acquis. La clinique, donc ça peut être une BCG locale, bénigne, comme ça peut être une BCG disséminée qui peut être mortelle. Ils ont même proposé, on va dire, un algorithme de prise en charge dans cette étude qui est très intéressant, mais je pense qu'on n'a pas le temps de le disséquer. Alors, les populations particulières, la femme enceinte, aucun effet nocif chez le fœtus n'a été observé, mais données probantes sont insuffisantes. Donc la vaccination par le BCG n'est pas recommandée pendant la grossesse, par contre pour la femme allaitante, il n'y a pas de problème. Les sujets immunodéprimés, le BCG est contre-indiqué en cas de déficit immunitaire combiné, sévère ou à médiation cellulaire. En cas de syndrome d'immunodéficience, soit un VIH, SIDA, immunodéficience congénitale connue suspectée, leucémie, lymphome ou maladie maligne. En cas de traitement immunosuppresseur, voilà, sous corticothérapie au long cours, alquinone, donc voilà, sous biothérapie, sous un malade qui est exposé à un traitement immunosuppresseur utéro ou par allaitement maternel. Donc c'est cette malade, selon l'OMS, donc les dernières recommandations de l'OMS, donc ces malades, il ne faut pas faire le BCG parce que le BCG c'est un vaccin vivant et atténué. Alors, les personnes infectées par le VIH, bien sûr, on ne va pas faire le BCG, mais si le malade a pris le traitement antirétroviral et est stabilisé, si le CD4 supérieur à 25% pour les enfants de moins de 5 ans ou CD4 supérieur à 200 pour les enfants de plus de 5 ans, on doit vacciner chez ces enfants. On sait que la tuberculose est très fréquente chez les VIH positifs. Alors, les nourrissons et les faibles poids de naissance. Alors les prématurés en bonne santé, nés après la 31e semaine de grossesse, pas de problème, on peut vacciner. Les nourrissons de faible poids de naissance, mais en bonne santé et cliniquement stables, peuvent être vaccinés à la naissance. Alors, dans 3 essais cliniques en Afrique de l'Ouest, chez les faibles poids de naissance, un effet bénéfique sur la mortalité infantile globale, mais les données sont insuffisantes concernant l'inocuité, l'immunogénicité et l'efficacité. Donc l'évaluation doit être individuelle, doit rester individuelle d'état clinique des nourrissons de faible poids de naissance, qui va déterminer le moment idéal pour la vaccination. Alors, les voyageurs de pays, bien sûr, on va dire de faible endémie, aux pays qui ont un pays endémique de tuberculose. L'incidence de conversion du test cutané à tuberculose chez les adultes après un voyage prolongé dans les pays à forte incidence de tuberculose est de 35 pour 1000 personnes par mois de voyage. 35 pour 1000 personnes, c'est pas négligeable. Le risque de tuberculose lié au voyage dépend de l'incidence de la tuberculose dans le pays visité, la durée, le degré de contact avec la population locale et l'âge du voyageur. Les jeunes enfants
non vaccinés, bien sûr, ils ont plus de risques, qui voyagent dans le pays à forte incidence de tuberculose ou susceptibles de voyager à plusieurs reprises pendant leur enfance devraient être vaccinés. Alors, nouveau-né de mère tuberculeuse. Bien sûr, un traitement préventif, donc ça c'est une indication du traitement préventif de la tuberculose, mais après bien sûr l'arrêt du traitement préventif, si le récent reste asymptomatique sans preuve immunologique de tuberculose à la fin du traitement, on doit vacciner cet enfant. La co-administration de vaccins, il n'y a pas de problème, on peut co-administrer le BCG avec n'importe quel vaccin, il n'y a pas de problème. Le rapport co-efficacité, donc pour l'OMS, dans les pays qui ont une incidence de tuberculose supérieure à 20 par 100 000 habitants, le rapport, il est bien sûr, il est en faveur de continuer la vaccination par le BCG. Alors, quelles sont les recommandations de l'OMS? Le BCG est recommandé dans les pays ou les milieux dans lesquels l'incidence de la tuberculose et où la charge de la morbidité de la lèpre sont élevées, donc pour prévenir même la lèpre. Donc, l'incidence de la tuberculose, alors certains disent 20 pour 100 000 habitants, d'autres disent 40 par 100 000 habitants. Alors, le Maroc, on est loin de ça. Donc, pour nous, bon, ça va être ma conclusion. Bien sûr, le BCG on va le garder. Si le vaccin BCG ne peut être administré à l'instant, il devrait être administré dès que possible par la suite, sans délai, afin de protéger l'enfant avant qu'il ne soit exposé à l'infection. Alors, stratégie de vaccination sélective, ça c'est pour les pays, donc peut-être les pays à faible incidence de tuberculose. Donc, vaccination sélective des sujets à haut risque, c'est les nouveau-nés dont les parents sont atteints de tuberculose ou ont déjà contracté la tuberculose, les nouveau-nés de foyers dont les membres ont des contacts avec des pays à forte incidence de tuberculose, les nouveau-nés qui font partie d'un groupe à risque localement identifié dans ce pays, on va dire marginalisés, autres. Alors, la vaccination des groupes de sujets plus âgés, donc on a dit que la vaccination doit se faire en période néonatale, mais on peut vacciner des sujets plus âgés par le BCG. Donc, c'est les enfants d'âge scolaire non vaccinés, négatifs au test cutané de tuberculose, au test IGRA, donc non vaccinés. Les sujets négatifs au test cutané de tuberculose ou au test IGRA pour les groupes suivants, les non vaccinés provenant de milieux à forte incidence, les non-vaccinés passant d'un milieu à faible incidence à un milieu à forte incidence aux charges de morbidité, et les personnes non vaccinées présentant un risque d'exposition professionnelle, c'est les personnes de santé par exemple, mais on sait en France actuellement, donc il n'est plus obligatoire la vaccination du personnel de santé. Alors bien sûr avec ça, quand même la tuberculose, même si donc ces atouts du BCG, donc il y a toujours des problèmes, la tuberculose ne diminue pas, donc on a besoin de nouveaux vaccins pour éliminer la tuberculose en tant que menace pour la santé publique. Il nous faut un vaccin qui protège mieux, qui est plus sûr bien sûr, qui prévient la tuberculose chez les enfants mais aussi chez les adultes, y compris les personnes VIH où le vaccin est un petit peu difficile à injecter, et protection même contre les formes de tuberculose résistantes. Alors actuellement, dans le pipeline actuel de tuberculose, il y a à peu près 14 candidats en essais cliniques, bien sûr avec une centaine dans les phases précliniques. Alors rapidement, donc c'est les vaccins, c'est comme tous les vaccins, soit des vaccins tués à cellules entières ou extraites, donc on va voir un peu en détail ça, un vaccin mycobactérien vivant atténué, soit des vaccins recombinants, soit des vaccins à base de protéines de la mycobactérie tuberculose. Voilà le pipeline actuel, donc comme vous le savez, donc, nous avons peu de vaccins qui sont en phase 3. Le VAC, le VPM 1002 qui sont en phase 3, la plupart sont en phase 1 ou phase 2. Alors, il y a cette étude qui paraît dans Nature, donc où on a injecté le singe par le BCG en intraveineux, en le comparant par rapport à l'intradermique. On a eu quand même, il y a eu 100 000 fois de charge bactérienne, moins de charge bactérienne dans les poumons de singes qui ont reçu le vaccin par voie intraveineuse. Bien sûr, c'est une forme, donc ça c'est une constatation. Est-ce qu'on va passer à l'homme en passant le vaccin par voie intraveineuse? Alors, les vaccins. Donc les vaccins vivants, donc actuellement, c'est un vaccin vivant atténué. Il me reste combien? 2 minutes.
Moi, je vais faire vite pour les... Généreux avec ces... Donc, l'atténuation se fait par voie génétique. Donc, ça, c'est là aussi l'Institut Pasteur de Lille. Pour déterminer, on est à la phase 2 pour ce vaccin. Alors, le vaccin qui se base sur l'antigène 85A, c'était un vaccin qui était prometteur les années 2010, mais malheureusement, les études phase 2 n'ont pas montré d'efficacité pour ce vaccin. Le recombinant, donc ce vaccin, il est conçu pour augmenter la capacité du BCG à promouvoir la réponse de lymphocytes CD8. Donc le VPM 1002, donc il est à la phase 3 de développement. Alors le vaccin tué, alors ces vaccins tués sont surtout des vaccins thérapeutiques, c'est des formes d'immunothérapie, c'est-à-dire on va les associer plutôt donc à la chimiothérapie pour une meilleure efficacité. Donc il y a le RUTI et il y a aussi le Mycobacterium vaccae qui est le plus ancien, donc depuis 1985. On l'a utilisé, on a eu donc quand même des réponses qui sont très intéressantes en matière de diminution donc de la charge et de l'amélioration des signes cliniques, mais toujours associé à la chimiothérapie antituberculeuse. Les vaccins à protéines, donc pour faire vite, nous avons 3 ou 4 candidats. L'hybride 4 qui se compose donc de l'antigène qui est connu, donc 85B, avec donc 3 autres entités. Donc il a montré donc une certaine efficacité immunitaire, donc l'interféron gamma, le sécrétion d'interféron gamma et l'interleukine 2. Actuellement, bien sûr, il est testé, donc il est en phase 1 ou 2. La même chose pour l'H56, c'est, on va dire, un équivalent, un similaire ou un proche de l'hybride 4. Et le CSU, donc c'est fusion d'un agoniste LR2 de l'antigène S4. Aussi, l'antigène S4 est un antigène très intéressant, on l'étudie aussi dans les tests IGRA. Donc là aussi, ils sont quand même des vaccins qui sont prometteurs. Alors en conclusion, pour être à l'heure, donc à ce jour, presque aucun vaccin candidat n'est entré à la phase 3. On va dire le Mycobacterium vaccae, le VPM, donc 2 donc sur les 14. Les essais cliniques d'efficacité de phase 3 nécessitent des cohortes importantes dans des pays à haute endémicité de la tuberculose. Mais là, il y a un problème éthique. Dans les pays à haute endémicité, là, la vaccination BCG est obligatoire. Donc, on ne peut pas remplacer le BCG par un vaccin expérimental. Donc, ce qu'on peut faire, c'est la possibilité de maintenir le BCG et de réaliser des rappels vaccinaux hétérologues à l'aide des différents candidats expérimentaux. Donc, ça, on est en train de faire ça. Donc, il est probable, donc pour répondre à la question, il est probable que le BCG ait encore de longues années devant lui. L'OMS estime qu'une couverture mondiale, une utilisation générale de BCG dans les programmes de vaccination systématique du nourrisson pourrait prévenir plus de 115 000 décès dus à la tuberculose par corps de naissance au cours des 15 premières années de vie. Et je vous remercie. Merci professeur Roncalli pour votre présentation très riche, très complète, donc qui a traité l'intérêt de la BCG-thérapie depuis l'histoire jusqu'aux nouvelles perspectives pour le nouveau vaccin. Je pense que la réponse à la question, donc, ce sera encore systématique pour les pays donc, à haut risque de la tuberculose. Donc il nous reste 3-4 minutes pour des questions. Docteur Les risques sont faits dans les pays développés à faible prévalence de tuberculose par rapport aux pays comme les nôtres qui ont une forte prévalence de tuberculose où on n'a pas de données sur l'efficacité du BCG. Pardon, je n'ai pas compris votre question. C'est-à-dire que les travaux qui ont été faits comparant pour évaluer l'efficacité du BCG dans des pays qui ont été développés à faible prévalence de tuberculose. Est-ce que quand on fait ces études-là dans des pays comme l'Afrique ou dans les pays à forte prévalence, on aura les mêmes résultats ou non? Je pense qu'il y a pour l'efficacité en elle-même, je n'ai pas vu des études, parce que vous savez que depuis début des années 2000, on n'a eu pas de vaccination. Je n'ai pas vu donc, sur les études anciennes des années 80, 70, je n'ai pas vu. Mais les études actuellement, donc nous avons des études généralement africaines et américaines, de l'Amérique latine et un petit peu asiatique. Je voulais juste apporter une information, c'est que dans le temps, pas maintenant, dans le temps, quand on avait l'intradermo qui était
valable en signification. Pour évaluer l'efficacité du BCG, on utilisait l'oral, qui était un indice qui pouvait se faire dans chaque pays, donc on n'avait pas besoin d'études. Et sur l'évolution du rail, on avait à ce moment-là l'efficacité du BCG. Donc c'était une excellente chose. Maintenant on ne le fait plus parce que l'OMS a décidé qu'il vaut mieux aller sur les traitements, l'efficacité des traitements, que d'aller sur l'efficacité du BCG. D'ailleurs, si les vaccins n'arrivent pas maintenant, c'est l'OMS qui les a freinés parce qu'elle est partie sur le virus du sida pour trouver un vaccin, puis on est parti sur l'H1N1, puis on est parti sur l'Ebola, et puis on s'est enlisé avec le Covid. Donc vous voyez, c'est cette évolution qui a retardé le BCG. Mais il y a 15 ans de ça, on avait 2 ou 3 qui étaient phase 4 très efficaces. Un peu coûteux, mais qui avaient une efficacité de 70% à peu près. Alors pour vous dire un petit peu, la Covid, c'est-à-dire un investissement donc, de 100 milliards de dollars contre 100 millions pour la tuberculose, pour le vaccin de Covid par rapport au vaccin de la tuberculose. Alors bien sûr, 100 milliards en 1 an et demi ou 1 an, contre 100 millions sur, on va dire, 20 ans, on a 30 ans. Bien sûr, l'efficacité, donc, comme vous avez bien dit, donc on ne peut pas, je pense, négliger le BCG pour la simple raison qu'on a vu ces dernières années avec la généralisation de la vaccination, nous avons vu une nette diminution de la tuberculose chez l'enfant. Donc il va protéger contre la tuberculose méningée, la tuberculose miliaire, enfin la tuberculose grave, mais aussi donc, contre la tuberculose pulmonaire. Donc on a vu des études de 59%, donc 60%, donc jusqu'à 77%. Donc quand même, donc, on ne peut pas dire qu'il n'est pas efficace, donc on ne peut pas, je pense, à l'état actuel, tant qu'on n'a pas un vaccin meilleur, plus sûr, donc on ne peut pas s'en passer donc, du vaccin BCG. Par contre, j'ai montré dans ma présentation qu'il a d'autres atouts en dehors, donc c'est-à-dire surtout donc l'action immunologique, donc sur la médiation cellulaire, surtout donc le TCD4, donc les lymphocytes CD4 et le TH1, avec sécrétion d'interféron gamma interleukine 2, donc ce qui pourrait, on va dire, améliorer certains états. Et j'ai montré bien sûr certaines méta-analyses qui montrent dans les pays qui vaccinent, il y a une diminution de la mortalité, toutes causes confondues, chez les enfants vaccinés par rapport aux enfants non vaccinés. Donc il y a peut-être, probablement, donc il pourrait être un effet protecteur. Alors sur la Covid, bien sûr, il y a eu des études qui ont montré, flou, lié à la Covid, que dans les pays qui vaccinent, il y a eu moins de cas de Covid, mais par la suite, on a eu, donc c'était la pandémie mondiale, donc on a commencé à faire des études, on a stoppé ces études en disant que c'est la même chose. Donc probablement il n'y a pas d'effet, du vaccin contre la Covid, du vaccin BCG contre la Covid. Voilà. Dernière question courte, réponse courte. Pour finir avec la question courte, pour faire changer l'ordinateur tout de suite. Alors j'avais une question, une remarque, si vous voulez, par rapport au BCG. Historiquement, on se souvient que c'est le bilier de Calmette et Guérin, c'est pas le bacille, c'est le bilier, qui a été cultivé sur de la bile de bœuf. Donc ce bilier, et c'est ça qui est ma question de fond, elle est là. C'est à partir, et puis c'était la lutte en France contre la tuberculose bovine pour protéger la filière laitière française, qu'on a créé cette entité. On l'a fait à partir de Mycobacterium tuberculosis bovis. Et c'est toujours bovis. Donc après, qu'est-ce qu'on cherche? C'est une unité croisée avec hominis. Ma question devient, pourquoi depuis qu'on fabrique ces souches sur la famille hominis? On est en train de le faire, surtout à Lille. Donc le MTFAC, c'est l'hominis. Donc voilà, c'est un passeur, c'est là donc virulence par génétique. Donc on a eu un gène de virulence via la Mycobacterium hominis. Donc on l'a traité, on est en train de passer probablement en 2022, on passe à la phase commerciale. Toujours Lille, toujours l'Institut Pasteur de Lille.